Salut Jérémy, tu vas bien? Salut Arnaud, très bien, ça fait longtemps. Ouais, écoute, ça fait très longtemps et je suis ravi d'être arrivé à prendre le temps avec toi. C'était pas gagné, mais on a tous les deux fait les efforts nécessaires pour se croiser. Je vais te donner déjà, pour lancer cet épisode, la casquette de Génération Do It Yourself que tu as perdue. Merci. Ou qu'on t'a volé, parce qu'elles sont très prisées en fait. Et la casquette d'OVNI. Merci. Parce que pour moi, effectivement, tu représentes tout à fait la génération Do It Yourself et on va en parler, mais tu es aussi un ovni dans le monde du financement. Et on avait pas mal discuté tous les deux il y a quelques années. On avait tous les deux envie, après une première page d'entrepreneur, d'investir. On a pas mal discuté de nos thèses d'investissement, notre vision du métier. Et je suis très heureux de te retrouver désormais que ton fonds est live, que vous avez déjà fait des deals, que tu peux me parler de la thèse et de tout ce que vous faites avec ton associé d'Antoine. Antoine Lecomte. Exactement, ton associé de Cheers, historiquement, c'est ça? Fondateur de Cheers. Voilà, oui. qui était votre concurrent chez La Lab, c'est ça? Gros concurrent, oui. Ouais. On va en reparler. Donc si ça te va, ce que je te propose, c'est on va renvoyer plutôt les auditeurs, internautes, enfin les gens qui nous regardent et qui nous écoutent vers le podcast de Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, je crois que c'est dans les épisodes 130, qui parle de ton parcours au niveau de la Lab. On va en parler un peu et nous on va se concentrer essentiellement sur ce chapitre de ta vie qui s'ouvre d'investisseur. Ça te va? Ça marche, parfait. Cool. Allons-y. Sur la formule classique, comment tu te présentes, comment tu te définis aujourd'hui? Jérémy Charrois, 40 ans, papa, entrepreneur, investisseur, c'est quoi les présentations? J'ai 40 ans, effectivement. Je suis né dans l'est de la France, un petit village près de Nancy. Je suis papa, j'ai une petite fille qui a 1 an et demi, qui s'appelle Chloé. Et j'ai eu une carrière, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé en finance, en audit et en transaction services dans un Big Four. Et après, j'ai monté la Lab, une application d'impression de photos. On a eu beaucoup de concurrents. Pour moi, j'appelle ça le MBA La Lab. Ça a été un énorme apprentissage, un marché B2C très compliqué, des coûts d'acquisition, la conversion de l'app, l'envoi des commandes, le support client. Enfin, en fait, c'était assez dur quand même. On avait beaucoup de concurrents et finalement. Tu peux redonner les années? C'est 2012 à 2018 à peu près ton chapitre La Lab, c'est ça? Ouais, 2010, je démissionne de mon travail en Big Four sans vraiment de projet derrière, mais je sais que je voulais créer une boîte. Je bosse pendant 1 an et demi avec mon ami d'enfance, Julien Falto, et on essaie de lancer des choses, ça marche pas. Et finalement, à la fin, on lance la Lab en 2012. Ça fonctionne, 5 000 € de chiffre d'affaires première année, 300 000, ainsi de suite, 1,7 million, etc. Au moment où tu vends, ça représente quoi comme chiffre d'affaires et comme nombre d'utilisateurs, nombre de photos imprimées pour avoir le contexte? Je suis parti en 2018 et je dis souvent que c'est plus de 10 millions de downloads. À la fin, on faisait plus de 12 millions de chiffre d'affaires. On faisait ça dépend si on retraite ou pas, entre 4 et 5 millions d'EBITDA. Donc, boîte très rentable, très lean, peu de staff. C'est Clairefontaine qui vous rachète? C'est Clairefontaine qui nous rachète via PhotoWeb. C'était une belle aventure. On a beaucoup appris. On avait une toute petite équipe. On a beaucoup automatisé. Et en fait, on imprimait des sourires. Enfin, c'était plutôt un job sympa parce qu'on imprimait des moments de vie. On avait fait le pari que les gens allaient prendre des photos avec des iPhones. On avait vu qu'il n'y avait pas d'app pour les imprimer. Au moment où on le voit, on le lance. Finalement, on a, 50 concurrents, dont 20 en France. Beaucoup de coûts d'acquisition. Enfin, il fallait faire de l'acquisition, il fallait travailler avec Facebook, il fallait faire des apps mobiles qui buguaient beaucoup. Au début, il y a des problèmes de mémoire avec les photos, ça crachait. Enfin bref, on a beaucoup appris, c'était sympa. Et on l'a revendu, on a été attaqué par Polaroid. Enfin, je vais pas refaire l'histoire. Non, bien sûr, on renverra tout le monde, on va donner le lien vers l'épisode de Mathieu. C'était une superbe aventure. Qu'est-ce que ça t'a amené, ton background très financier? Ça t'a amené une maîtrise des chiffres? Tu parlais des coûts d'acquisition, ça se joue des fois au centime près, la rentabilité de certaines campagnes, etc. Et tu penses que cette fonction financière, elle doit être au centre de l'entreprise et c'est celle qui permet aussi de bâtir des gros succès quand elle est bien maîtrisée? Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend sur quoi on travaille, mais la Lab, c'est du e-commerce en fait. Donc, le nerf de la guerre, c'est un métier d'épicier. C'est-à-dire qu'on avait des paniers moyens très faibles. Aujourd'hui, lancer un Lab, je pense que ça fonctionne pas parce que les coûts d'acquisition sont trop élevés. On a un panier moyen qui est trop faible. Mais à l'époque, on va dire avec un panier moyen 25 €, il faut rembourser son client le plus rapidement possible. Donc effectivement, c'est beaucoup d'Excel, c'est beaucoup de chiffres. C'est combien je paye mon client, combien de temps je le rembourse, qu'est-ce que je peux me permettre, comment j'augmente mon panier moyen. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une mélange, c'est pas que du chiffre, c'est aussi du branding, c'est du marketing, c'est de la communication, c'est des campagnes télé, des campagnes métro.
Par exemple, travailler sur une campagne métro avec notre designer en une après-midi et sortir une campagne avec un design sympa en se creusant la tête, c'est intéressant. En fait, il y avait une diversité de sujets qui était assez intéressante. Et oui, c'est beaucoup de chiffres. En fait, le e-commerce, c'est beaucoup de chiffres. Malheureusement, heureusement, c'est comme ça. Donc, il fallait vraiment tout optimiser partout pour pouvoir survivre par rapport à la concurrence. En parallèle de Lalalab, et on n'avait pas beaucoup levé. Donc en fait, c'est un métier où, comme on n'avait pas beaucoup levé, on devait être rentable. On a levé que 400 000 € sur l'aventure avec des BA. Ouais, et c'était une autre époque. C'est-à-dire qu'en 2012, c'était beaucoup plus difficile de lever 400 000 € qu'en 2019 ou 2020. Je donne souvent l'exemple de Litchi qui a levé 1 million en 2010, je crois. Elle a fait la une de tous les journaux. Enfin, à l'époque, une levée d'1 million, c'était incroyable. Nous, on avait levé 400 000 sur une valo à 1,6 million pré-monnaie, comme on dit aujourd'hui. Parce qu'on parle qu'en pré-monnaie, on ne parle plus en poste. Et on faisait déjà quasi 300 ou plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc en fait, oui, les valos ont beaucoup changé. Et comme on n'avait pas levé beaucoup, on faisait attention et on était rentable. En parallèle de Lalalab, tu deviens business angel. De mémoire, 2016, tu commences à faire tes premiers invests, Belle Ordinaire, Pandalab, SoShape. Enfin, tu commences à faire pas mal de deals comme ça. Est-ce que c'est une volonté de renvoyer l'ascenseur à un écosystème? T'as des potes entrepreneurs qui te contactent parce que tu commences à être visible. D'où ça devient cette envie? Parce que à l'époque, être business angel, 2015, 2016, 2017, il y en a, mais il y en a peut-être pas autant qu'aujourd'hui. C'est pas structuré comme on le voit en 2024. Je pense que c'est le côté curieux. J'ai toujours aimé une diversité de sujets. J'aime bien aussi donner. Donc j'ai aussi investi dans des business qui étaient similaires aux miens. Par exemple, j'ai investi dans Feed. Anthony, on était les premiers investisseurs d'Anthony dans Feed. Et ils vendaient pas des photos, mais c'était la même chose. C'était du coût d'acquisition, l'optimisation de conversion, de sites, etc. Et en fait, les entrepreneurs sont venus vers moi et en même temps, on a créé un petit groupe qui s'appelait Sensei avec d'autres entrepreneurs. Il y avait Eric Larchefeld dedans, François Blum. Enfin, on a un petit groupe, on était une vingtaine. Et du coup, on se voyait ensemble, on voyait les dossiers ensemble, on investissait ensemble. Et en même temps, j'ai investi de mon côté. Et je trouvais ça sympa en fait. C'était le fédéré, t'avais déjà ça en toi finalement, cet ADN de fédéré. De mémoire, c'est toi qui décortiquais quand même le plus les deals avec François probablement, et une autre partie des investisseurs de Sensei était quand même plus suiveurs, c'est ça? Ça dépend. Enfin, il y a des participations. On était souvent 2 à suivre une participation. Tout le monde amenait des deals. Enfin, ça dépend. Mais c'est vrai que on était 3-4 à fédérer le groupe. Et donc, on a fait quelques deals comme ça. En fait, c'est plus sympa d'investir à plusieurs. Et après, moi, je trouvais ça sympa en tout cas de passer du temps avec les entrepreneurs, les aider, partager les problématiques. Je trouve ça bien dans son patrimoine d'avoir une allocation startup en fait, parce que c'est un investissement qui est vraiment actif. C'est-à-dire que c'est pas comme acheter une action en bourse et on oublie, on regarde pas. Là, c'est vraiment, on a des contacts avec l'entrepreneur. J'ai pris beaucoup de board. Je trouvais que c'est vraiment intéressant de donner son point de vue au board, d'aider l'entrepreneur. Enfin, ça, on l'a fait. Là-dessus, tu réalises quelques très beaux investissements. J'imagine que sur Feed, ça se compte, c'est un x10, x15 ou peut-être même plus. Cette poche-là, tu l'as réinvestie. T'en fais quoi? Tu l'as réinvesti dans des fonds? Et à quel moment, finalement, après ton exit en 2018, tu te dis ça va devenir mon activité à temps plein et j'ai envie de structurer ça? Parce que de mémoire, nous, nos discussions, c'est 2021. Et donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que tu as fait une analyse de marché. Ta thèse d'investissement, elle commence à s'affiner. En tout cas, tu as toujours été quelqu'un de très convaincu par la nécessité d'avoir des fonds impact. Et tu réfléchissais au bon modèle. Comment ça s'est passé finalement ? En fait, j'ai commencé à investir dans des startups, comme on disait avant. C'est une partie de mon allocation. J'ai fait des fonds VC, j'ai fait des fonds de private equity, j'ai fait de la bourse, j'ai fait plein de choses différentes. Et sur la partie startup, effectivement, quand il y a eu une sortie, je l'ai réinvesti. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que je voulais faire de plus en plus d'impact. Et donc, ça me trottait. En fait, j'en avais parlé avec Sensei. Je me suis dit, il faudrait qu'on fasse que des deals impact. Le groupe n'était pas forcément... Enfin, c'est pas impact d'ailleurs. Moi, c'est climat. Enfin, le mot impact est un peu utilisé à toutes les sauces. Mais moi, c'est plutôt climat. Je voulais faire du climat. Et en fait, je vais parler d'Antoine tout de suite parce que l'histoire, c'est que j'ai bougé à Lisbonne il y a... En fait, déjà, j'ai essayé de recréer une société dans le climat pendant 2 ans. Donc, j'ai regardé beaucoup de sujets. J'ai regardé une trentaine de sujets. Finalement, j'ai pas trouvé le bon associé, donc je l'ai pas fait. Je l'ai pas lancé. Je voulais pas lancer une société seule. C'était quoi pour toi le bon associé et pourquoi tu l'as pas trouvé? Parce que j'imagine que tu as vu beaucoup de monde. C'est un fit. Okay. En fait, c'est quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps. C'est quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, quelqu'un avec qui on est complémentaire, quelqu'un avec qui on a confiance.
T'avais ça avec tes associés chez LalaLab? Ouais, vraiment. J'avais deux associés exceptionnels. Donc, c'était 2 techs, un ami d'enfance et une autre personne qui est devenue un ami, mais qu'on avait rencontré dans le TGV. Enfin, je vais pas refaire l'histoire, mais c'était assez drôle. C'est difficile de retrouver cette connexion un peu magique avec tes 3 associés quand tu repars sur un projet. Tu me l'avais dit, on parlait pas mal du Galion à l'époque. Tu m'avais dit, je vois pas mal d'entrepreneurs du Galion qui ont du mal à repartir. Ils ont du mal à repartir parce que faut trouver le sujet, faut trouver le bon associé, faut recréer une équipe. Enfin, c'est dur. Et en plus, quand tu as réussi une fois, tu as un peu pas cette peur, mais de remettre ton titre en jeu. Mais quand tu as connu une histoire extraordinaire, c'est difficile de se relancer avec aussi cette peur probablement de l'échec, non? Ouais, effectivement, il y a plein de sujets. Déjà, le Galion, effectivement, à l'époque, ils ne se sont pas trop focalisés sur la relance. Là, ils l'ont compris, ils ont créé plein d'événements autour de ça. Par exemple, il y avait Arbia à cette époque qui m'avait dit « Ah, tu vas voir, tu veux relancer une société, c'est super compliqué. » Elle avait, je sais pas, vu 150 personnes, elle m'a dit que c'était très compliqué de trouver un associé. Je me dis « Ouais, non, je pense pas. » Et en fait, elle avait raison. Du coup, le Galion fait pas mal d'events autour de ça maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du Galion qui existent. Alors, juste pour les gens qui nous écoutent, Arbia Smithy, ouais. Qu'on a reçu dans un de nos podcasts avec Jonathan Vidor, et qui est la fondatrice de Rosalie. Parce que toi et moi, on a la référence, et Arbia est effectivement une étoile montante, une star de la tech en France, mais tout le monde ne connaît pas Arbia. Désolé. Ouais. Voilà, non, pas de souci. Et après, sur le... Ouais, donc, bref, le Galion, donc c'est un vrai sujet. On voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent relancer, c'est compliqué. Et je pense aussi, quand on a vendu une boîte, on s'attaque à des sujets plus complexes et on est plus mature. Et je dis souvent, sur les 30 idées que j'ai regardées, si j'avais eu 25 ans, j'en aurais lancé 25. En fait, on devient un peu risque-adverse avec le temps. On veut vraiment, enfin désolé pour l'anglicisme, mais on veut prendre moins de risques. Et on est beaucoup plus exigeant sur son idée. Comme on sait qu'on va repasser, enfin on sait ce que c'est qu'entreprendre, on sait que c'est très difficile. Ce que j'avais essayé de transmettre justement sur le podcast Génération Do It Yourself. Il y a une espèce c'est cool d'être entrepreneur aujourd'hui. On a l'impression que c'est facile. On écoute Génération Do It Yourself, on a l'impression que tout le monde peut être entrepreneur. Oui, mais c'est très très dur. En fait, surtout dans les startups, parce qu'on est sur des business souvent qui sont compliqués, qui n'ont pas forcément un business model. Au début, on va tester des choses, et donc il faut. Enfin, là, j'ai un très bon exemple. Par exemple, TimeLeft. Je ne sais pas si vous connaissez la société de Maxime Barbier qui a fait plein de pivots, qui a failli mourir plein de fois, et puis maintenant ça cartonne. Et dans l'histoire, à un moment, je leur ai parlé il y a 2 ans, ils ont failli fermer, et aujourd'hui je crois qu'ils font 10 millions d'ARR. Donc on voit qu'en fait les sociétés pivotent beaucoup et que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut miser sur des fondateurs. Exactement. Plutôt que sur des business, notamment au stade où toi tu investis et moi j'investis, c'est-à-dire en amorçage. Exactement. Et donc, ouais, voilà. Donc, je dis souvent que si j'avais eu 25 ans, j'en aurais lancé beaucoup plus, une vingtaine, enfin, au moins 20 ou 25 idées sur les 30. Et du coup, bref, à un moment, je bouge à Lisbonne. Il y a 2 ans et demi, j'ai bougé à Lisbonne. Et en arrivant à Lisbonne, il y a une autre personne qui fait ce move au même moment. C'est Antoine Lecomte, le fondateur de Cheers. Et forcément, on se connaissait. On n'était pas les meilleurs amis du monde, mais on se connaissait parce qu'on était concurrents. On va dire et tu te respectes parce que quelqu'un qui a monté une boîte concurrente et qui a connu aussi un gros succès, Cheers par rapport à LalaLab, c'était quoi à peu près en termes de taille et... En fait, au moment où je suis parti, les 2 boîtes étaient à peu près similaires. Okay. Et Cheers, ils l'ont vendu à une boîte allemande qui s'appelle Seaway, à peu près 50 millions la vente. Et en fait, oui, effectivement, c'était un concurrent qu'on respectait parce qu'ils ont toujours bien travaillé. On a eu plein de concurrents, il y en a d'autres vraiment qui nous ont fait des bas coups, mais Cheers a toujours très bien travaillé. Je crois qu'il y avait un respect mutuel. On va dire que je pense qu'ils étaient meilleurs en branding que nous, un petit peu meilleurs. Ils étaient bons en acquisition comme nous. On était peut-être un peu meilleurs à l'international qu'eux. Enfin, on était meilleurs à l'international qu'eux. Enfin, il y avait vraiment, on était complémentaires. Et je pense qu'on a 2 personnalités complémentaires. Donc, on bouge à Lisbonne en même temps, le même mois. On se parle, on suit un peu ce qu'on fait. Lui, il était en train de travailler sur du minage de Bitcoin, sur des puits de méthane. Donc, en fait, c'est réutiliser le méthane, qui est un gaz très polluant, pour le convertir en électricité et produire du Bitcoin sur des champs de pétroliers aux États-Unis. Donc, il travaille là-dessus. Et voilà, on se voit de temps en temps. Et moi, en fait, dans mon activité de BA, je me disais, j'ai envie de faire beaucoup plus de climat. Et en fait, je pense que quand on veut investir dans le climat, il y a 3 gros problèmes. Le premier, c'est on doit avoir beaucoup plus de deals. Parce qu'en fait, je sais pas, il y a 25 ou même pas, allez, 25% des deals qu'on voit qui sont climat. Il y a plein de deals, je sais pas, on va pas investir dans le énième IA pour optimiser les sales sur LinkedIn, ça nous intéresse pas. 2, c'est des deals qui sont très très techniques.
En fait, le climat, c'est souvent pas du software, c'est souvent de la deep tech, c'est des choses compliquées, c'est de la R&D, c'est des brevets du CNRS, c'est des choses où on a besoin, je pense, d'être beaucoup pour analyser les deals. Et là-dessus, vous avez un background tous les deux, je connais pas celui d'Antoine. Tous les deux, business. Business. Pas ingénieur. Donc, comment vous faites ? Alors je vais y venir, mais du coup, pour moi, les problèmes qu'on avait, déjà, les problèmes, c'était ça. C'était donc être un groupe avec plus de monde pour pouvoir pour pouvoir mieux analyser les boîtes. Ok. Et 3, on pense que l'autre problème en climat, c'est qu'il faut faire beaucoup de deals. Parce qu'en fait, le taux d'échec est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'un investisseur qui investissait dans l'Alalab à l'époque, j'ai envie d'imprimer des photos. Les jeunes, ils impriment des photos. Je comprends ce qu'ils font. Allez, go, on y va. Ouais, la partie digital tech, finalement, est devenue un actif moins risqué aujourd'hui, mais aussi avec peut-être moins de potentiel que des deals impact, où, comme tu dis, c'est plus risqué, mais tu as un potentiel de sortie beaucoup plus élevé. C'est ça. En fait, c'est ça. Enfin, je pense que dans les deals climat, il y a beaucoup de deals de R&D, des deals avec des choses, on n'est pas sûr que ça marche. Donc, on a des fondateurs qui bossent sur quelque chose et ça a l'air incroyable, mais peut-être que ça ne marchera pas. Il y a des stades de développement, de recherche, les TRL, 6, 7, etc. Et donc, on regarde ces projets et notre tête, c'est de se dire il faut faire beaucoup de deals. Parce que pour essayer, je ne dis pas qu'on va régler le climat parce qu'en fait, le problème, il est très, très grave. Enfin, déjà, pour les gens qui nous écoutent, quand même, le sujet, il est grave. C'est-à-dire qu'on a quasi pas rien changé. On a de plus en plus d'émissions, on sait qu'il va y avoir des problèmes dans le futur et donc on pense qu'il faut mieux investir et il faut aller financer des solutions qui vont essayer de ralentir ce qui se passe. Et donc, le seul moyen de financer cette transition, selon nous, pour pas perdre d'argent, c'est de faire beaucoup de deals, de jouer un peu ce que fait Kima, le fonds de Xavier Niel. Kima, Motier, j'ai même vu que là, c'était dans la stratégie de Daphne avec leur nouveau fonds où ils visaient un fonds de 100 millions pour faire une centaine de participations en commençant avec des tickets à 100. Donc, c'était pas hyper répandu il y a quelques années, mais ça devient un peu plus au cœur de l'écosystème, cette stratégie de je crée un portefeuille assez large et je réinvestis sur les champions. Ouais, alors nous en fait, comme on avait un métier de business angel avec Antoine, où lui il avait fait une 40aine de deals, moi j'en ai fait une 30aine, on voulait continuer, mais en fait on n'avait pas la capacité financière pour déjà sur vos fonds propres, parce que vous avez toujours investi avec vos fonds propres. Nous déjà, les tours sont de plus en plus compétitifs. Aujourd'hui, on peut plus mettre des tickets de 10 000 euros dans des levées, c'est très compliqué. On va dire qu'on est plutôt sur des tickets minimum à 50-100 000 euros. Et en plus, on a de plus en plus de mal à se faire de la place sur les tours. Donc on se disait, déjà en plus, si on veut faire cette stratégie de faire beaucoup de tickets, imaginons on veut faire 25-30 deals par an, 100 000 euros, c'est énormément d'argent, on ne peut pas le faire. Et on s'est dit, mettons-nous à plusieurs, faisons un groupe où en fait on va faire justement 25-30 deals climat par an. Au début, on se dit, déjà, on sent pas. Enfin, j'en parle à Antoine, il me dit vas-y, c'est sympa, faisons ça, go, on le lance. Et donc, au début, on veut lancer un petit groupe, un peu comme ce qu'on avait avec Sensei à l'époque, d'une 20, 30, 40 personnes avec des amis d'amis. Et puis finalement, ça grossit, et à la fin, on se retrouve 137. On a un véhicule qui fait 8 millions d'euros. Notre thèse, c'est on met des tickets de 100 000 euros dans des boîtes climat. Donc, suiveur sur des deals. Suiveur. Donc, nous, on n'est jamais lead. On discute pas le pacte, on discute pas les conditions et tu essayes de co-investir avec les meilleurs fonds de la place. Ouais. Alors souvent quand les meilleurs fonds, les valos sont déjà très élevés. Alors soit angel. Mais on fait meilleurs fonds, bons angels. On aime bien avoir un lead, comme on dit, sur le tour, quelqu'un qui va justement s'occuper de ce tour de table. On met des tickets de 100 000 euros et on fait beaucoup de deals. Là, alors ça dépend des périodes parce qu'on n'a pas d'obligation à déployer vite, mais là, par exemple, en décembre, on va quasiment faire entre 8 et 10 deals. Mais en moyenne, on fait 3-4 deals par mois. Vous avez commencé quand le fonds et pendant combien de temps vous allez l'investir ? On n'a pas de contrainte de l'investir en une durée donnée. Alors, c'est un evergreen ? Non. C'est un véhicule. On est tous actionnaires. On investit. Alors, on est SCR, c'est capitalisé, donc on a des contraintes quand même. Il faut que ça soit déployé avant un certain nombre de temps. Mais là, on fait à peu près 3-4 deals par mois, ce qui nous va bien. Et je pense qu'il sera déployé il sera déployé dans 1 an et demi. Donc, on verra en fonction des deals qu'on reçoit. En fait, s'il n'y a pas de deal, on n'investit pas. S'il y a des bons deals, on fait. En fait, on a reproduit notre activité de BA de l'époque où on fait que du deal climat. Et en fait, je dis souvent, on a industrialisé notre métier de business angel à l'époque. Avant, on était un peu, pas brouillon, mais c'est-à-dire qu'avant, on recevait un deal par email. Ah tiens, ça a l'air pas mal. Je parle au fondeur si j'ai le temps. Oui, je le fais. Oui, non. Là, aujourd'hui, on a fait une belle plateforme avec Airtable. On a tout fait en no-code.
tous nos membres ont accès à un site, ils voient notre deal flow, ils peuvent commenter les deals. On est beaucoup plus processé, c'est-à-dire que on l'a industrialisé, on fait ça beaucoup plus proprement, ce qui nous permet de voir beaucoup de deals. Aujourd'hui sur la plateforme, je pense qu'on a déjà vu plus de 700 deals, et encore c'est que des deals climat qu'on met dessus, et on a déjà fait 25 investissements. Ce que tu m'avais dit il y a quelques années, c'est quand tu fais une première société comme Lalalab, la deuxième copie que tu vas rendre, que tu vas travailler, tu m'avais dit j'ai envie qu'elle soit parfaite. T'as cette exigence et cette urgence en fait en toi, j'ai pas envie de dire que c'est de l'obsession, mais moi depuis que je te connais, je trouve que tu vas vite, t'es très incisif, très tu vois ancré dans tes convictions, etc. Et tu l'expliques, c'est comme ça que vous développez Climate Club, une marque sympa, une belle communauté, vous exécutez bien. Qu'est-ce qui fait pour toi que d'ici 18-24 mois, tu vas pouvoir avoir fait cette copie parfaite? C'est t'as créé le bon portefeuille, t'as apporté de la valeur à tes boîtes. C'est quoi qui vous obsède finalement, Antoine et toi, avant de faire ce premier chèque, une fois que vous l'avez fait, parce qu'après il y a le suivi de ces lignes-là et toute l'aide, toutes les portes que tu peux leur ouvrir aussi? Ouais, ça tombe bien, Antoine, il est dans l'obsession de la perfection aussi. Il est très perfectionniste. Et après, sur plein d'autres aspects, on est complémentaires. En fait, nous, ce qu'on dit aux sociétés, c'est qu'on a un peu le business angel parfait. C'est-à-dire qu'on prend que 100 000 euros sur la cap table. On négocie par la term sheet, comme on a dit juste avant, etc. Et on va pas être au board. Par contre, s'il y a le moindre problème, on est là. C'est-à-dire on a 137 personnes derrière nous. Enfin, en tout, on est 137 avec Antoine. On a 4... Tu peux en citer quelques-uns. C'est quoi leur background en fait? Comment vous les avez identifiés, convaincus? J'imagine que c'est un peu comme nous avec OVNI. Nous, on a 215 souscripteurs et 3 instits. Tu as un premier cercle qui est family and friends, entrepreneurs, les business angels qui t'ont fait confiance. Et comment ce cercle-là s'est élargi? Vous faites un peu de sortant, vous contactez des gens, raconte-moi. En fait, c'est des amis d'amis et les premiers nous ont recommandé d'autres personnes et c'est comme ça qu'on a grossi. Au début, ils ont mis quel ticket dans ce véhicule-là? Ça commençait à combien et quel ticket moyen ça représente finalement? Chacun a investi entre 50 et 200 000 euros. Ok. C'est appelé en une seule fois ou c'est appelé en plusieurs fois? On a quelques exceptions, j'aime pas dire ça, mais malheureusement, c'est ce qu'on a dû faire. On a baissé un petit peu le ticket pour les femmes parce qu'on voulait plus de femmes dans le véhicule. On voulait pas un véhicule d'hommes. Très très compliqué d'avoir des femmes business angels. Je pense que tu l'as vécu aussi. Ouais, alors moi j'ai une stat que je vais partager. Je suis pas sûr de l'avoir déjà partagée. Moi j'ai pas énormément de femmes. Je pense que sur 215 souscripteurs, je dois avoir entre 10 et 15 souscripteurs femmes. Par contre, ce que je trouve très intéressant, et je l'ai partagé à Charlie Perrault, à Tatiana, etc., c'est qu'en fait leur ticket moyen est beaucoup plus élevé que certains hommes. Et quand je vois le rapport, si tu veux, nous, avec l'agrément AMF, on a un questionnaire d'adéquation et on estime finalement le patrimoine des gens et on les fait rentrer dans des cases. Est-ce que l'investissement qu'ils mettent représente entre 0 et 5% de leur patrimoine, entre 5 et 10%, etc. Et en tout cas, nous, la surprise, c'est que le ticket est assez significatif. Voilà. Bah, nous, on a des femmes qui ont mis des gros montants, effectivement. Okay. Après, nous, c'était plus en termes de... Oui, alors en montant, mais on voulait aussi en nombre de personnes. Okay. Et donc là, on se retrouve à peu près à 15, un peu plus de 15% de femmes. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a volontairement baissé le ticket, parce qu'on a des femmes très très sympas qui voulaient rentrer, qui n'avaient pas forcément... Enfin, et le fait d'appeler tout d'une seule fois, c'est vrai que aussi. Tu peux avoir cette contrainte-là où la personne n'a pas forcément des liquidités à l'instant T, mais elle a envie de te soutenir versus des fonds où tu vas être rappelé sur 3-4 ans et qui te laisse un peu plus de marge de manœuvre, quoi. Après, on a été assez sélectif sur les gens qu'on a fait rentrer. Okay. On a quasi, je dis que des entrepreneurs, 95%. Effectivement, comme tu dis, on connaît pas le patrimoine des gens, mais on l'estime et on a pris que des gens qui avaient quand même une surface financière élevée parce qu'on veut pas que les gens soient stressés par cet investissement. En fait, ça reste du venture, c'est très risqué. Donc, en fait, on veut que les gens soient détendus avec cet investissement. Nous, ce qu'on veut, pour répondre à ta question, c'est financer l'innovation. C'est financer... Enfin, je pense que je suis assez surpris parce que quand on envoie nos petites fiches où on dit on va faire cet investissement, on a quand même des entrepreneurs incroyables dans le groupe qui n'ont pas le temps,
ou qui ont beaucoup d'argent et qui ont mis, je sais pas, 100 000 euros chez nous, et pour certaines personnes, 100 000 euros, c'est pas grand-chose, parce qu'ils ont un gros patrimoine. Et ils prennent quand même le temps de lire la fiche, de nous envoyer un message, de mettre un petit commentaire. Donc je pense qu'en fait, ils sont passifs, enfin, j'espère en tout cas, mais ils sont passionnés par les deals qu'on envoie. On envoie des deals intéressants, assez innovants, différents, des gens qui vont essayer de changer les choses et qui travaillent sur des nouvelles solutions. Et donc ça fait vraiment plaisir. On a eu beaucoup d'encouragement. On essaye aussi d'avoir des événements physiques. Là, on organise un dîner cette semaine à Paris, un premier dîner Climate Club. On va être une 60aine. La répartition, tiens, d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour réunir les gens physiquement, les supporters, souscripteurs du Climate Club, ils sont en région, à Paris, en Europe. C'est quoi la répartition ? J'ai pas de stats, mais je dirais qu'on a 20% en dehors de France à peu près. Le reste en France et Paris-Région, je sais pas, je dirais moitié-moitié. Le petit regret que j'ai, c'est que c'est un groupe qui est très franco-français. En fait, aujourd'hui, comme les deals sont internationaux, on investit. Alors, pour l'instant, on a fait... Pour le fonds 2, ça sera... On verra. Ouais. Déjà, on va en reparler, je sais pas. On verra ce qu'on fait ensuite. Mais en fait, pour rentrer dans des deals, je sais pas, alors on fait peu de deals américains parce qu'on a des contraintes. On fait 25% maximum en dehors d'Europe. Mais pour rentrer, par exemple, dans un deal en Allemagne, c'est bien d'avoir un entrepreneur allemand un peu connu dans le groupe qui fait qu'on arrive à mieux rentrer. Et en plus, il nous aide à sourcer les deals. Donc là, on est un peu trop franco-français, mais on a un super groupe. Je dirais qu'on a... Enfin, le groupe est incroyable. Je suis vraiment très fier des gens qu'on a réunis. Est-ce que c'est pas ton moteur ? Parce que on se connaît depuis longtemps, tu as très bien gagné ta vie avec la Lab. Ce que tu fais, c'est finalement servir une cause. Enfin, ton why avec Climate Club, il est fort. Et donc, ton moteur, au-delà du TRI, tous les deux, on a challengé nos track records, on s'échangeait des fichiers Excel, on regardait nos deals, etc. Finalement, ton moteur, c'est aussi de travailler avec ces 135 personnes-là, d'apprendre d'eux, de leur apprendre des choses et d'avoir de l'impact ensemble. C'est ça ? Ouais, nous, comme c'est un groupe de copains, on voulait déjà un groupe sympa. En fait, c'est pas un fonds de 100 millions. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la stratégie, ça s'appelle un spray and pray, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de deals, comme Kima. Et en fait, c'est pas vraiment viable économiquement. C'est-à-dire que un fonds de 100 millions, le modèle économique, c'est il prend 2% de management fees et après il prend un carried. Et en fait, forcément, si la taille du véhicule, si un fonds se lançait et qui faisait 10 millions, 8 millions, il n'y a pas assez de management fees pour payer une équipe. Et du coup, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, je pense peu de fonds le font parce que ça demande un travail quand même. Il faut voir beaucoup de deals, il faut investir dans beaucoup de boîtes, il faut les suivre. Et derrière, le modèle économique, il n'est pas forcément bon. Mais par contre... Et donc, c'est votre activité à temps plein, mais finalement, ce n'est pas votre source de rémunération principale. En tout cas, ce n'est pas ça qui vous fait vivre, ni Antoine, ni toi. Je ne veux pas dire que ça ne nous fait pas vivre, parce qu'à la fin, on en tirera quelque chose quand même. Mais en fait, Antoine et moi, si on voulait relancer une boîte, sans être prétentieux, je pense qu'on a une bonne idée dans le climat, on va voir n'importe quel fonds. Bien sûr. J'espère, en tout cas, on lève 5 millions sur entrepreneurs, les deals sont très compétitifs, tu en parles. Exactement. Ils reçoivent 5 term sheets dès lors qu'ils changent sur LinkedIn l'intitulé de leur poste. Ouais, j'ai vu des deals, là, en un week-end, c'était closé. On n'a pas pu rentrer sur des valos à 20 millions. C'est incroyable. Mais vous investissez, vous, d'ailleurs, sur des valos comme ça, pré-monnaie à 20 millions, des tours de 5, ou tu trouves qu'il n'y a pas de modèle économique, finalement? Non, on fait quand même très attention aux valos. Ok. Là, on dérape un peu dernièrement sur les valos. On fait des deals beaucoup plus chers, mais c'est des deals qui sont beaucoup plus techniques. Donc, en fait, on pense que si ça fonctionne, donc c'est souvent de la R&D, c'est souvent des brevets, c'est souvent des doctorants, des PhD qui ont travaillé pendant 10 ans sur un sujet. Et on pense que si jamais ils craquent, en fait, si jamais ça fonctionne, la valo, derrière, ça vaut le coup de rentrer cher. Par contre, effectivement, sur un sujet SaaS, software, parce que c'est des repeat entrepreneurs qui lèvent sur une valo à 20 millions, ça nous fait peur. Souvent, on évite. En fait, on a la tête sur les épaules. C'est-à-dire qu'Antoine et moi, on a vendu des boîtes dans le e-commerce où les valorisations, c'est quand même des multiples d'EBITDA. Il faut quand même être conscient qu'en France, des ventes à plus de 100 millions d'euros, il n'y en a pas beaucoup. Je suis quand même assez pessimiste sur le marché du VC quand même, parce que on a une explosion des valos, on a des fonds qui sont de plus en plus gros, on a peu de sorties. Je pense que les sociétés françaises sont pas assez à l'international. C'est marrant parce qu'on a des groupes comme du CAC 40 qui sont très présents à l'international. Je sais pas si on regarde L'Oréal, LVMH, Airbus, etc. Et en startup, c'est quand même très rare d'avoir des startups qui sont très présentes à l'international. Et le seul moyen de faire une bonne sortie, je pense, c'est mon avis personnel, mais
Par exemple, si on veut sortir sur le Nasdaq, comme ce qu'a fait Jean-Baptiste Rudel, Criteo, si on vend qu'en France, c'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés, startups qui lèvent en France sur des valorisations américaines, alors qu'on n'a pas du tout le même marché. Et sur des projets franco-français, et des fois sur des équipes qui sont pas forcément taillées par leur background, leur expertise, etc., pour aller à l'international. Nous, c'est notre critère numéro 1. C'est-à-dire que vu que Augustin, mon associé que tu connais, est franco-américain, on fait une partie de nos due deals et de nos échanges avec l'équipe en anglais. Et en fait, si on sent que ça va être compliqué de recruter, de leader une équipe internationale, etc., ça fait partie pour nous des critères d'exclusion. Chez La Lab, on vendait 80% international. Déjà, on parlait, tout était en anglais, tous nos documents de travail, toute l'équipe parlait en anglais. On faisait exprès parce qu'on avait recruté des non-francophones pour justement forcer l'équipe à parler. Je pense que c'est la première étape qu'on a une société, c'est de tout passer en anglais, avoir des étrangers dans l'équipe pour avoir vraiment cette culture. Nous même nos mémos d'investissement sont en anglais. Nous aussi, donc, nous aussi. Ok. Et par exemple, moi, pour la petite histoire, je suis parti à Lisbonne. Peut-être que c'est une question que tu voulais poser, mais pour une question de... En fait, je voulais faire un autre cycle de vie. Enfin, j'ai vécu 10 ans à Paris, j'ai adoré Paris. Et je voulais faire une expatriation. Donc, je dis souvent, il y a 10 ans, je serais parti à Hong Kong ou à New York. Je trouve que ça trop loin. Enfin, je suis un amoureux de l'Europe. Je trouve que l'Europe est magnifique et j'ai envie de rester proche de l'Europe. Et donc, j'ai regardé des villes internationales. Donc, il y avait Londres, il y avait Barcelone, Lisbonne, Berlin. Éventuellement Milan, et on s'est dit que on voulait vraiment une culture, avoir des amis allemands, anglais, italiens, etc. Donc en fait on peut le trouver à Paris, mais comme à Paris on a ce copain français, on a tendance à rester. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ce cycle à Lisbonne, et donc on essaye justement de tout le club de parler anglais, et donc tout se fait à distance finalement, c'est-à-dire que vous faites les deals essentiellement en visio. Vous pouvez pas vous déplacer quand vous faites plein de deals comme ça pour aller dans les bureaux des fondateurs, etc. Là-dessus, vous mettez un peu de texte, c'est-à-dire les comptes rendus des meetings Zoom, retranscription automatique. C'est comme ça que vous générez vos notes d'invest en partie. C'est comme ça que vous arrivez à processer tout ça avec Antoine ? Non, alors on n'enregistre pas les meetings. C'est vrai que il y en a beaucoup qui le font, mais je suis pas très fan de ça. Par contre, on utilise beaucoup de no-code. On a toute notre plateforme avec Airtable, etc. On gagne beaucoup de temps avec ça. Pourquoi t'es pas fan de ça sur la partie meeting, enregistrement ? Parce que je prends mes notes en même temps, je suis habitué, un peu vieille école, mais mes notes, en fait, elles sont publiques avec Antoine, on se les partage, ça va assez vite. Et derrière, on a aussi des outils d'IA qu'on utilise pour la gestion des mails, du calendrier, enfin, il y a plein de choses, en fait. Comme quoi, tu peux les partager, parce que le but de ce podcast OVNI, c'est aussi de donner des bonnes pratiques. Tu utilises quoi comme outil ? Alors, le dernier en email, c'est, il faut que je le retrouve parce qu'il est directement intégré à mon Gmail, mais c'est Flixer. Je pense qu'il me classe tous mes emails et qui prépare ma réponse de l'email. En fait, il apprend de mes mails. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable ce outil. Et en fait, mon brouillon est déjà préparé avec la réponse, mais c'est comme si je l'avais écrite moi parce qu'il apprend mes précédentes réponses. Donc ça, c'est incroyable. Tu reçois combien d'emails par jour ? Je me souviens qu'il y a 3-4 ans, c'était assez incroyable. Centaines, mais t'es quelqu'un de très discipliné là-dessus ? Non, j'arrive pas à avoir l'inbox zéro, donc je vais me faire disputer par Jean. Mais moi, Augustin y arrive, moi j'y arrive pas, mais écoute, après chacun son style. Non, en fait, ça dépend. Sur la Lab, j'y arrivais parce que c'était souvent des décisions. En fait, ça dépend du type de mail qu'on reçoit. Quand on reçoit des mails d'investissement, souvent on peut pas prendre la décision en 1 minute, donc il reste dans la boîte. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que mon mail est archivé et il part sur ma plateforme. Mais après, j'ai des mails que je peux pas traiter vite. Mais souvent, un mail, j'utilise justement cette technique. Dès qu'il y a un mail, je peux y répondre tout de suite, j'y réponds. Mais je suis en inbox zéro, mais pas tout le temps. Moi, j'ai des tags importants, urgents. Donc ça, il faut que je traite vraiment vite. Deal flow, c'est ma deuxième catégorie. Et là, je fais hyper attention à ça. Ensuite, j'ai à traiter dans le mois. Et là, si vous tombez dans cette catégorie, c'est un peu compliqué. Et ensuite, j'ai tout le reste. Et là, effectivement, je peux répondre vite. Ou après, je peux laisser passer parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Peut-être juste, vas-y. Sur le sujet email, je pense j'attends beaucoup de l'IA. En fait, je pense qu'on perd beaucoup trop de temps sur les mails. Même le fait d'écrire, en fait, j'essaye de dicter mes mails, mais quand on est dans un bureau avec du monde, on peut pas le faire et tout. Mais en fait, je pense que l'IA va nous faire gagner beaucoup de temps, surtout la gestion du temps avec le calendrier. J'utilise Rise, qui est une boîte allemande, c'est une bêta, ils font un calendrier où ils aménagent des plages, c'est un peu un Calendly, mais un peu mieux fait. Okay. Et je pense que vraiment, sur la gestion d'email, on perd beaucoup trop de temps. C'est vrai. Mais en tout cas, pour répondre à ta question d'avant, je trouve ça dingue de pouvoir faire tous les calls en visio. Alors après, c'est un peu triste parce que parfois, je passe ma journée dans un box à faire des calls. Mais je trouve ça dingue de se dire qu'on peut parler à des sociétés dans le monde entier et on peut voir 10 sociétés en une après-midi. Enfin, c'est incroyable. Moi, je trouve ça énergisant. Tu vois, moi, tu sais, je suis passionné de musique.
aujourd'hui, je regarde tous les sujets, IA, musique, il y a un vrai sujet sur les droits dans la musique, etc. Et pour faire ton benchmark, tu peux parler à n'importe qui dans le monde et c'est intéressant. Si on revient à la thèse de Climate Club et les deals que vous avez faits, de quoi tu es le plus fier? Je te posais la question, comment tu rendras une copie parfaite dans 18 mois? Si je la reformule différemment, c'est quoi les deals dont vous êtes le plus fier, Antoine et toi, aujourd'hui? Et comment tu l'expliques à tes souscripteurs et à tes partenaires, vraiment la thèse et les thèmes dans lesquels vous allez rechercher à investir en 2025? Alors déjà, on est assez large sur les termes, enfin les thèses, pardon. On essaye d'éviter désolé encore pour l'anglicisme, mais le bullshit. C'est-à-dire qu'on veut pas, parfois il y a des deals climat, on a l'impression qu'il est climat, mais il y a un effet rebond, il est pas bon. On considère qu'on a quand même une bonne expérience là-dessus, mais on se fait accompagner d'un cabinet qui s'appelle Impact Lab, avec Vincent Stuen. Donc en fait, quand on a un doute, on demande à Impact Lab de vérifier et de confirmer en fait qu'en investissant dans cette boîte, il n'y a pas un risque derrière. Alors par exemple, il y avait un bon exemple, on a failli investir dans une société, on regardait, qui fait des compléments alimentaires pour les abeilles pour mieux résister aux pesticides. Et en fait, ça allait favoriser les abeilles d'élevage versus l'abeille sauvage. Enfin voilà, je fais court, mais pour eux, c'était pas forcément un bon deal. Donc on essaye vraiment d'éviter de faire des erreurs dans les invests. Et après, de quoi on est fier, c'est de financer des sujets. Alors déjà, pour revenir aux thèses, donc les thèses, c'est décarbonation, tout ce qui est captation de carbone, tout ce qui est biodiversité, on n'en parle pas assez, mais en fait, c'est super important dans le climat. C'est occulté par la partie décarbonation aujourd'hui, alors que c'est fondamental. Mais nous, il n'y a pas que ça. Justement, la décarbonation est importante, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est aussi océan, eau, très, très important. Donc océan, ça va être quoi? Ça va être la fonte des glaces, lutter contre la réduction de la banquise arctique, ça va être le plastique. Exactement. La désalinisation. Ouais, t'as des exemples précis de deals que vous avez fait sur ces sujets-là? Ouais, je vais t'en parler. Je vais t'en parler juste après. Et après, le dernier, c'est résilience. C'est tout ce qui est monde d'après. C'est-à-dire, on va vivre dans un monde où il va faire plus chaud, il y aura plus de feux de forêt, il y aura peut-être plus de tempêtes. Ça aussi, on en parle peu, mais c'est super important. Il y a plein de deals autour de ça. Enfin, il y en aura de plus en plus. On n'en voit pas encore beaucoup, mais il y en aura de plus en plus. Et après, de quoi on est fier, c'est de financer des boîtes qui travaillent sur des sujets incroyables. Donc, par exemple, on a financé Byung Aero. C'est un avion hydrogène. La fondatrice s'appelle Eloa. Eloa, ouais. Eloa. Incroyable. C'était qui fait Y Combinator. Ils ont levé quoi, 30 ou 50 millions déjà? Non, la Valo est passée à 80 millions. Ils n'ont pas levé autant. Nous, on est rentré dans le tour d'avant. Alors, certains pourraient dire pourquoi un fonds climat investit dans l'aviation? C'est un vrai sujet, par exemple. Nous, on pense que le carnet de commandes d'Airbus Boeing, il est plein à craquer, que le trafic aérien va doubler dans les 20 prochaines années, je crois. Et qu'en fait, on doit essayer d'avoir une aviation électrique. Même si pour l'instant, c'est quasi impossible. Donc c'est un sujet, franchement, Byung Aero, le sujet il est compliqué. La thèse, c'est qu'ils vont au départ travailler sur des jets privés pour faire des trajets de moins de 1000 miles en Europe et après ils veulent faire des avions régionaux. Et comment tu sélectionnes un Beyond Aero versus un Ascendance Flight ou versus d'autres projets? Comment tu fais ta due deal et comment tu au-delà de la fondatrice, moi je pense que j'ai d'autres amis Angel qui ont investi aussi et je pense qu'elle est incroyable. Je voyais le séjour qu'elle a passé avec Richard Branson, etc. Enfin, je pense qu'elle a tout, quoi. Entrepreneur, très international, gros mindset, gros sujet. Enfin, elle a tout pour réussir. On le voit sur ses reporting. Voilà. On a le reporting tous les mois. Le reporting est clair. Tu l'as constaté comme moi que les entrepreneurs qui reportent le mieux sont ceux qui... Ouais. On a un vrai problème. D'ailleurs, on a des participations qui ne reportent pas. Donc là, on leur dit, en fait, moi j'adore, peut-être pas tous les mois, mais au moins tous les trimestres, j'adore avoir un reporting. Moi, j'avais ça avec mes investisseurs tous les mois. Je donne souvent l'exemple, c'est très simple, c'est good, bad, ugly, donc bien, pas bien, gros problème. En enfin, vraiment être très concis, ça doit prendre maximum 1 heure à l'entrepreneur et des chiffres. Quel moyen de pression t'as? Parce que des gens qui détiennent 10, 15, 20% de la cap table, ils peuvent vraiment forcer cette partie reporting. Ils peuvent menacer de ne pas refinancer la boîte au tour d'après. Finalement, toi, si un entrepreneur ne veut pas reporter, tu fais comment? Non, on ne peut pas le forcer. Après, c'est dans l'intérêt de l'entrepreneur. Nous, on est à l'aise avec ça, on va avoir beaucoup de casse. Moi, j'ai pas vendu de Terry à nos membres, en fait. Même pas un multiple, rien, c'est juste la thèse, team, le track record, c'est comme ça que vous avez fait la levée de 8 millions? Non, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé à énormément de BA. On a parlé à des super BA. Pour moi, un super BA, c'est quelqu'un qui a fait plus de 50 deals. Et j'ai remarqué qu'il y avait une corrélation entre le nombre de deals et la perf.
C'est-à-dire que si on fait 3-4 deals et qu'on investit dans back market en pré-seed, c'est sûr qu'on peut faire un multiple de dingue. Thierry Petit, on te salue. Je pense que c'est l'exemple. On a un membre aussi. Et Thierry qui est très impact finalement avec sa holding qui est membre chez familiale et qui est membre chez vous, ok. On a Sébastien Léopold qui est membre chez nous, je crois qu'il a mis chez back market au départ. Donc, par exemple, Marc Laurent sur son fonds. Anciennement Kerala, qui travaillait avec Antoine Freys et fondateur d'une startup qui s'appelle, j'ai perdu le nom. C'est pas Carbon Fact. Carbon Fact. Carbon Fact, ok. En fait, sur Kerala, ils ont fait un super multiple grâce à Doctolib, c'est magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut être chanceux en business angel en faisant quelques deals, mais quand on parle à des gros business angels qui ont fait 50, 100 deals, on remarque qu'ils ont toujours des multiples entre 2 et 4x. Et en confirmant avec Jean de Kima, les perfs de Kima ne sont pas publics, mais il a l'air de dire qu'il y a des très bonnes perfs. Enfin, en tout cas, il nous a donné les perfs. Ouais, de temps en temps, il met sur LinkedIn les vintage et tout. Et on est sur des TRI à 2 chiffres, voire même à 25, 30%. Et donc, en même temps, quand tu bosses pour Xavier Niel, tu as un peu un des meilleurs deals flow de France, non? Ouais, mais ils font beaucoup de deals. Enfin, Jean fait beaucoup de deals et il est souvent profondeur. En fait, c'est un fonds, j'ai l'impression, qui prend souvent parti pour les fondateurs. C'est un fonds qui va rarement négocier les term sheets. Enfin, il faut l'interviewer, il faut lui demander. Mais Kima est au centre et au cœur de cet écosystème, et t'enlèves Kima, t'as pas la même trajectoire de l'écosystème tech en France. Exactement. Et donc nous, voilà, on n'a pas vendu une perf à nos membres, mais on pense qu'en faisant beaucoup de deals, déjà, on peut pas perdre notre mise, parce que c'est impossible que tout les boîtes crachent. Par contre, on est à l'aise sur le fait qu'il y aura peut-être plus de la moitié des boîtes qui vont cracher. Il y a peut-être 30% des boîtes qui feront pas de reporting. C'est comme ça, en fait. Et pour répondre à ta question, comment on choisit nos deals? En fait, déjà, c'est le marché, sur quoi ils travaillent, les fondeurs. En fait, avec Antoine, on a créé des boîtes. On a déjà investi en perso. Enfin, on a investi quand même pas mal d'argent en perso. Plusieurs millions d'euros chacun, finalement, quasiment. Ouais, à deux, plusieurs millions d'euros. Et du coup, on a cette sensibilité sur les deals, en fait. C'est-à-dire qu'on gère le Climate Club comme si c'était notre argent, mais là, on a une approche vraiment spray and pray, on va faire beaucoup de deals. Et donc, on sait qu'on peut. J'ai un de nos BA d'ailleurs, Jean-Fabrice Mathieu, qui m'a dit, lui, il a fait plus de 100 deals, qu'aujourd'hui, il faut mieux faire un deal. Enfin, en fait, quand il a un doute sur un deal, il faut le faire. Alors qu'en perso, moi avant, c'était plutôt l'opposé, donc j'avais tendance à faire des deals. Et tu avais cet anti-portfolio dont tu me parlais, où tu me disais, mais en fait, quand je regarde tous les cartons de la tech ces dernières années, je les ai vus passer. Ouais. Et donc, c'est ça. Ouais, ok. En fait, si j'ai quand même, comme je suis méthodique, j'avais une liste de tous les deals que j'ai vus et je me suis refait un Excel, c'est-à-dire que si j'avais fait tous les deals climat que j'ai vus pour lesquels j'ai passé plus d'une heure à hésiter, j'aurais fait une meilleure perf. C'est assez marrant quand même. Ça veut dire qu'en fait, il faut croire en son instinct, cette sensibilité dont tu parles. Et comme tu dis, quand tu doutes, en fait, c'est que tu as une bonne raison, il faut y aller. Parce que des fois, on dit quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Et il faut aussi croire au fait qu'il y a un gros facteur chance. C'est-à-dire que quand il y a une bonne équipe, elle va pivoter. Si je prends l'exemple de Hugging Faces aux US, je crois qu'au tout début, c'était un chatbot Facebook. Et aujourd'hui, c'est une super boîte d'IA. Mais au début, c'était pas du tout ça. Et il y a plein d'exemples comme ça. Je crois que Twitter, l'histoire aussi, c'est à un moment, la boîte, il n'y avait plus rien. Tout d'un coup, un week-end, je crois qu'ils ont fait une soirée, ils ont picolé, ils se sont dit, il faut qu'on lance un truc. Non, mais les meilleurs entrepreneurs, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à un environnement qui bouge et qui est pas simple en plus. Exactement. Allez, parle-moi de quelques deals. Comme ça, les gens qui nous écoutent vont pouvoir aller googliser ça et regarder un peu ce que vous avez fait. Parce que j'étais sur votre site, le portefeuille n'est pas public, si? Non, volontairement. On a un site qui est très... C'est light, site, hein? Ouais, très très light. Landing page, vous expliquez qu'est-ce que c'est que les changements climatiques, etc. Donc, déjà, on est une toute petite équipe. Vous parlez un peu de votre communauté. On n'a pas eu le temps de faire un super site et on s'est dit qu'on préfère faire des bons deals et qu'on nous connaisse par nos deals plutôt que faire un site avec plein de logos et du marketing. Les deals, on a fait... T'as une approche presque secret fund, quoi. Non, parce que quand on nous demande les deals, on les donne. Peut-être qu'on les donnera. Mais... Donc, on a fait Sirona, c'est de la directeur capture, société belge, ancien de Tesla, incroyable. En fait, le but, c'est de capter du CO2 avec de l'énergie solaire. Dans les deals dont on peut parler, je sais pas, c'est difficile de parler de deals et pas d'autres, donc je vais en citer 5-6, mais... Non, mais ils nous en voudront pas, et puis dans les commentaires, on pourra mettre ceux que tu n'as pas évoqués et qu'on peut rendre public si tu le souhaites. Là, récemment, on a fait Revolt, c'est des garages pour réparer des voitures électriques.
Pareil. C'est un vrai sujet. Vrai sujet. Comment tu fais là-dessus? T'as les fondateurs d'Electra, parce que je sais que l'ex-associé d'Antoine doit forcément être dans votre club. Enfin non, pas forcément. Non, mais il va rentrer, je pense. Il va rentrer, ok. Bon, bah on lui envoie un message. Au passage, on va rouvrir une petite poche parce qu'on avait fermé là il y a quelques mois. On va rouvrir une petite poche en début d'année prochaine et normalement il va rentrer. Écoute, je peux pas te lancer la pierre. Moi, j'avais dit en juin, je close mon fonds et on a joué les prolongations, comme tu le sais, pour accueillir on a des gens qui ont 3 institutionnels. Ouais, il y a des questions de timing. Ok. Et donc Revolt, on a fait par exemple du financement de panneaux solaires en Afrique avec des petites batteries pour pouvoir avoir une lumière et recharger son téléphone. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup d'électricité qui vient du charbon, etc. Enfin bref, ça c'est un vrai sujet. Okay. On a fait des deals très techniques comme qu'est-ce qu'on a de on a Biomanity par exemple, c'est utiliser la carapace de crevette pour remplacer les absorbants chimiques. Donc pareil, ça c'est ultra complexe, ultra compliqué, mais on aime bien. Là, on est en train de faire un deal dans la prédiction climatique, TELUS, avec de l'IA. D'ailleurs, c'est un membre du club qui l'a lancé. Et attends, il n'y a pas un fonds français qui a l'idée le tour de cette boîte-là c'est pas un... Non, c'est Eclipse. Je pensais à Eclipse, Thierry Van Val. Et donc, TELUS, c'est quoi? Quelle taille de tour à peu près? Et quelle typologie? C'est quoi? C'est des levées entre 1 et 3 millions? Ouais, là, je crois qu'il lève... On est en train de le closer, mais je crois qu'il lève on sortira entre 500 000 quand vous l'aurez closé et quand ça sera public, l'épisode. Ouais, mais je crois que c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. Okay. Donc, ouais, finalement, c'est un petit tour et c'est ce qui te permet aussi d'être... Ça dépend, on a des tours beaucoup plus gros. Okay. Par exemple, là, on a Arc. Arc, c'est de la captation de CO2 à la sortie d'usine. C'est les anciens de Total. Enfin, l'équipe est incroyable. Polytechnicien, pour capter justement du CO2 là où il y a une grosse concentration en CO2. Donc, ils vont travailler justement avec toute l'industrie pour capter du CO2. Ça, c'est top. Voilà, c'est le genre de deal qu'on fait. On a de l'optimisation des serveurs, un deal qu'on a fait avec Thierry Van de Waal d'ailleurs sur Win qui s'appelle Soft. On est rentré dedans aussi. Excellent. On a Melia, c'est un deal qu'on fait avec 50 Partners. C'est des granulés de chauffage, de bois qui sont faits à partir de déchets. Okay. 50 qui a une verticale impact. Ils ont une verticale santé, une verticale impact, etc. Je suis partenaire d'ailleurs de 50 Impact. Enfin, ils ont des différents promotions, mais j'étais un partenaire d'une promotion d'il y a quelques années. On a reçu une des boîtes de 50 Impact qui s'appelle Zillow Energy. On a investi dedans. Et ouais, Chloé, etc. Et moi, je suis client. Donc, tu vois, excellent. T'es content? Ouais, je suis très content. Et tu vois, mercredi, il y a un journaliste qui débarque chez moi pour faire un article, etc. Donc, franchement, je joue le jeu à fond. J'aurais dit, à défaut de pouvoir investir avec mon fonds OVNI, à minima, je deviens client. Trop bien. On investit chez Tilt aussi de l'optimisation de la grille énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de renouvelables. Donc tout d'un coup, on va avoir des pics, on va avoir de l'éolien, du solaire qui injecte dans le réseau. Donc il va falloir arrêter certaines choses. Par exemple, arrêter certaines machines en usine, certaines, par exemple, climatisations. Et donc Tilt va faire ça. Et donc c'est quoi comme solution, si tu en parles un peu plus? Donc en gros, c'est un soft qui va gérer ça ou c'est un soft plus un hardware? C'est quoi exactement? Non, c'est un soft qui va se connecter à plein d'hardware. Ok. Il y a beaucoup de boîtes qui travaillent là-dessus. On a fait le pari d'investir chez Tilt. À un moment, il y a eu 3-4 boîtes qui ont levé l'année dernière sur le sujet. En fait, il y a plein de choses passionnantes. C'est-à-dire, des boîtes comme ça, on en a vraiment plein. On a Alpaga, par exemple, qui fait de la... Ouais, je vois très bien. Back market de tous les matériaux, tous les ustensiles de cuisine. Ils ont levé quoi, 2-3 millions. Il y a Founders Future qui est dans le tour. Et qui d'autre? Je sais plus, bon, peu importe, mais... En fait, comme on fait... C'est une boîte mature. Comme on fait beaucoup de deals... Parfois, je sais pas non, mais c'est normal, attends. Puis moi, c'est tellement facile, je suis dans mon fauteuil, je te pose des questions. Mais là-dessus, de mémoire, Alpaga, c'est déjà une boîte qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est ça. C'est pas du pur amorçage. Donc, finalement... Il y a Ring, FG Lab. Ouais, génial, excellent. Voilà, là, je les ai. AIFI aussi, Camille. On investit à différents stades. On fait du pré-seed, on fait du seed. Je dirais que Byung Aero, vu la valo, c'était quasiment une série A, mais en fait, ça dépend. Ouais, tu panaches un peu ton portefeuille. Ça dépend. En pourcentage, ça représenterait quoi? 30-35% en pré-seed, 30-35% en amorçage et le reste série A, c'est ça à peu près? Non, je dirais série A, c'est 10-15%. 10-15, ok. Après, les derniers deals qu'on fait, les valos peuvent être un peu plus chers, mais c'est des deals qui sont... alors sans citer, mais là j'ai quelqu'un qui fait une IA pour aider les géologues à lancer des gisements, pour aller trouver du lithium, pour aller trouver justement tous ces minéraux dont on va avoir besoin pour la transition énergétique. Donc ça, c'est des valos qui peuvent être... Le fondateur s'appelle pas Emmerich par hasard, non?
Si. Ok. C'est un très bon deal, je Oui, confirme. Vous avez raison d'y aller. Très cool. Écoute, attends, on peut faire une pause 2 secondes. Ça fait combien de temps qu'on veut faire un deal ensemble ? Donc, ça sera le premier. C'est super. bien. Et on le découvre, tu vois. Je vais justement on le t'en découvre en se parlant. C'est à ça que ça sert les podcasts. Tu veux parler d'un ou deux dossiers parce que je vois l'horloge qui tourne. On est à 49 minutes et non, bah là on en parle, c'est bien. On fait Atoba là en ce moment, qui est qui travaille dans le SAF, tout ce qui est le SAF, c'est le fuel des avions, donc c'est Sustainable Aviation Fuel. Donc en fait, il y a des obligations légales aujourd'hui. On doit avoir à peu près 2% de SAF dans l'aviation, mais on va passer à 100% d'ici quelques années. Donc c'est un marché qui va représenter plus de 400 milliards d'ici 2040, je crois. Ouais. Et donc, j'ai quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là depuis longtemps et qui est un mec qui a travaillé dans les énergies renouvelables pendant des années. Et il faut que je te présente. Et donc ça, pareil. Ça, c'est un deal qu'on est en train de faire. Enfin, voilà, on a une multitude de deals très différentes, mais je trouve que tous les deals sont passionnants en fait. C'est-à-dire quand on creuse les sujets, par exemple le SAF, on n'y connaissait pas grand-chose, donc du coup on se met dedans, on apprend, et après on fait des paris. En fait, ça se trouve ça marchera pas, mais en tout cas on pense. Si je prends l'exemple d'Atoba, super équipe, ancien d'Airbus, ils viennent du secteur. Enfin pour nous, ils cochent toutes les cases. Bien sûr. Et ça, c'est des deals qui sont assez chers quand même, parce qu'effectivement, si ça marche, ça vaudra beaucoup d'argent. Moi, écoute, j'ai fait mes plus gros exits sur les extrêmes. C'est-à-dire, les boîtes que j'ai payées les plus chères, je suis sorti au plus haut. Et il y a des boîtes sur lesquelles j'étais rentré très très bas. Et je suis sorti sur déjà des belles sorties entre 50 et 150 millions, mais ça m'a fait un très beau multiple. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Après, il y a un modèle économique de fond que tu dois respecter. Mais, tu vois, nous, en plus, on a l'agrément MF, etc. On a des instituts, donc maintenant, on a une thèse quand même dans laquelle il faut qu'on rentre. Mais après, tu as un comité d'investissement, tu peux aller chercher quelques dérogations. Parce que, comme tu dis, des fois, ça coche toutes les cases, mais des fois, bon. D'ailleurs, la subtilité, c'est que nous, on fait voter nos membres. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand on a un deal, on fait une petite fiche. Et tu dois avoir on demande à 137 membres 66% qui valident. C'est ça, 66% qui valident. Et on doit avoir 75% de vote positif. Donc, en fait, depuis le début, on a. Ça, c'est du Airtable. Ils votent, clac, clac. Et ouais, alors, on a un formulaire qui est relié à Airtable. Et c'est assez marrant parce qu'on a eu 4 deals, je crois, depuis le départ, qui ne sont pas passés. Il y en a, on était triste, mais parfois ils passent pas, donc on les fait pas. Et c'est bien parce que à titre personnel, non? Ouais, il y en a un, on est en train de le faire à titre personnel. Mais du coup, ça nous permet d'avoir une double validation, donc c'est assez intéressant. Et après, non, sur les valos, je suis pas d'accord. Je pense que c'est quand même important. Enfin, la valo d'entrée est quand même très très importante. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de deals qui sont très chers, et en plus, ça veut dire que quand on lève sur une valo très chère, on s'habitue à l'argent. C'est-à-dire que sûrement on va relever derrière. Ça veut dire qu'on va se rediluer derrière. Et donc la sortie va être compliquée. Écoute, je trouve nous, avec OVNI, on doit avoir une valo moyenne d'entrée. Allez, qui doit être entre 6 et 8 millions on a la même. Maximum. On l'a calculé. Alors, tu postes ou pré-monnaie parce que c'est toujours le... Je pense, allez, pré-monnaie à mon avis, pas poste. Ouais, alors nous, on est en prêt. Je crois qu'on est à 7. On l'a calculé là, il y a 2 mois. On était à peu près ça. Là, ça monte parce qu'on a 2-3 deals très deep tech avec des valos un peu plus élevés. Mais qui sont des très beaux deals. Et après, moi, ma moyenne va monter aussi parce que dans mon modèle économique sur un fonds de 45 à 50, pour le coup, moi, je fais des premiers chèques, mais je refinance aussi. Et donc, ce qui fait un peu monter mon ticket moyen, si je prends toujours cet exemple d'Acceptio, j'ai déjà refinancé 2 fois la boîte. Très cool. Écoute, c'est bien, non, de se voir et d'enregistrer ça. En tout cas, ça... Je trouve que ça sert tes convictions d'entrepreneur. On a plusieurs milliers d'auditeurs, nous, sur ce podcast qui commencent à bien fonctionner. Je serais ravi qu'il y en ait certains d'entre eux qui viennent investir dans Climate Club. En tout cas, c'est comme un Thierry Van Val. Quand je t'invite, c'est une démarche très sincère de ma part. Tu fais partie des rares personnes avec lesquelles j'ai envisagé de m'associer, j'ai réfléchi, j'ai partagé de manière hyper transparente mon track record d'investisseur, mes succès, mais mes échecs. Et donc, à titre personnel, moi, ce que je voulais te dire, c'est que je suis vraiment ravi de voir des acteurs comme Climate Club émerger en France, en Europe. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un renouvellement de l'écosystème du venture et que plus on aura d'entrepreneurs opérateurs de fonds, mieux ça sera pour l'écosystème de boîtes qu'on finance tous les deux.
Ah, merci, ça me touche ce que tu dis. Je me rappelle, on avait fait du vélo ensemble, tu te rappelles, près de chez toi. Effectivement, on avait failli s'associer à l'époque, mais tu n'étais pas focus 100% climat. Non, en fait, ma crainte, c'était que le marché était trop petit. Le marché sur un fonds franco-français était trop petit. Ma deuxième crainte, c'est, tu vois, les acteurs institutionnels aujourd'hui, ils te demandent dans ton équipe de gestion d'avoir un profil pur investisseur et un profil pur entrepreneur. En tout cas, c'est ce qu'ils aiment bien. Et c'est pour ça aussi que je me suis associé avec Augustin, qui a un profil plus finance et très international. Mais voilà, ça va pas nous empêcher de faire plein de deals ensemble et de faire des belles choses. Donc voilà, moi, ce podcast, on dit toujours que c'est notre cours de récré avec Mathieu, Stéphanie, Augustin et les associés, et qu'on invite les gens qu'on aime bien, qu'on apprécie, qu'on veut mettre en valeur. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a pas vraiment de compétition dans le VC, il y a de la coopétition, mais finalement, on se retrouve sur des deals, on co-investit ensemble. Et l'occasion de t'inviter, c'était l'occasion de renouer ce contact, parce que j'ai été un peu très, très accaparé par le roadshow d'OVNI. Après, moi, pour te rendre l'appareil, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai vu vraiment le parcours. Tu connais le projet depuis le départ. En fait, c'est dur. Je vais prévenir tout le monde. Arnaud, ça a été très, très, très compliqué. Je pense que tu travailles sur ce fonds depuis 2020, 2021. En fait, tu fais pas partie de cette élite, on va dire, financière qui arrive à lever en 4 mois un fonds de 100 millions. Tu y allais vraiment, ça a été difficile. T'es entrepreneur par entrepreneur. 200, combien t'as d'entrepreneurs? 200. Ouais, on va finir à 215. Ouais. C'est incroyable. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail, parce que j'imagine pour en signer 215, t'as parlé peut-être à 800 entrepreneurs. Ouais, c'est exactement ça. En fait, la genèse, c'est je décide vraiment de me lancer en février 2022. Mais l'idée émerge dans ma tête, effectivement, 2020, 2021, et je mûris tout ça. Et le lancement officiel du projet avec Augustin, c'est janvier 2023. Et à l'heure où on enregistre, on est décembre 2024. Donc, c'est long. Et surtout, c'est que le premier jour. Moi, c'est ce que j'explique à tous mes souscripteurs et aux institutionnels qui nous font confiance. C'est que toi, comme moi, c'est un commit de 10 ans. Donc, tu as 40 ans. Toi, tu vas être engagé avec ce fonds-là jusqu'à 50 ans. Et moi, j'ai 36 ans. Ben, jusqu'à 46, voire 50 ans, je sais ce que je fais. Et donc... il faut vraiment réfléchir ça, et c'est un engagement dont on peut pas se défaire. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, en tout cas, tu es quelqu'un qu'on apprécie. Ben, on va faire peut-être un deal ensemble, je suis content. Enfin, en fait, on n'a pas d'ennemis. On veut vraiment investir avec tout le monde. Comme on met une ticket de 100 000, on a assez $1 dans la table de capitalisation. C'est-à-dire que c'est pas un très gros ticket. On a des fonds parfois qui veulent pas nous laisser rentrer. En fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de bons deals en vrai dans le climat. Bien sûr, c'est dur. Que quand il y en a un, le fonds veut mettre le maximum et il veut pas vraiment partager. Et oui, parce que les fonds sont aussi très gros. Nous, on a voulu limiter la taille du fonds à 50 millions maximum, parce qu'après, on pense que la perf décroît. Et effectivement, quand tu as des très gros fonds, sauf que le modèle économique d'un fonds, c'est de lever toujours plus fort pour avoir plus de management fees. Et une fois qu'on a une grosse équipe, on doit relever un fonds pour financer, parce qu'en fait, les management fees, ils les prennent, je crois, sur 5 ans. Donc, ils doivent relever un fonds pour financer. Donc, c'est compliqué. Non, mais il y a une vraie complexité à articuler tout ça. Écoute, 57 minutes, on s'était dit 1 heure. Quel message tu veux faire passer à tous les gens qui nous écoutent, et pour conclure cet épisode, la parole est à toi, 2-3 minutes, vas-y. Bon, écoute, je suis très content d'être ici. Je prends rarement la parole. Je suis quelqu'un d'assez discret. Antoine aussi, d'ailleurs. J'ai même demandé à Antoine s'il était OK pour qu'on se fasse un podcast. Merci de le faire. On est des gens très discrets. On aime bien plutôt faire que parler. En fait, je pense que, je sais pas si c'est clair dans cette interview, mais le climat, c'est vraiment important, et il va y avoir plein de choses à faire. Il y a aussi toute une question de souveraineté européenne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on veut être dépendant de moins en moins du pétrole. Donc, on va devoir innover, faire plein de choses différemment. Il y a plein d'innovations. Il y a plein de lois qui vont forcer, par exemple, sur les panneaux solaires, sur les pompes à chaleur, sur les voitures électriques. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, c'est en train de changer très, très vite. Et nous, en fait, on est passionnés par ces projets et par cette innovation. Et le club, en fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé club. C'est un groupe de membres où on veut apprendre ensemble. Donc, par exemple, on fait un reporting tous les trimestres, on fait venir un expert. On va essayer de travailler là-dessus. On va avoir quelqu'un qui nous rejoint là en janvier. Mais on veut vraiment qu'il y ait plus d'interaction entre les membres. On voit ça comme... en fait, on se considère vraiment comme on apprend, donc on peut faire des erreurs. On ne connaît pas tous les sujets.
et on veut vraiment qu'ensemble, oui, que tout le monde meilleur. bénéficie de ce que vous vivez au quotidien. Et c'est pour ça que le reporting est important, parce que les gens qui te confient de l'argent veulent apprendre, ils veulent investir, ils veulent de la perf, mais ils veulent apprendre, ils veulent soutenir cette thèse. C'est pour ça qu'ils font confiance. Et je veux qu'ils soient fiers des deals. En fait, moi, j'adore, le cliché, mais quand on a un dîner et qu'on parle d'un deal Climate Club, j'adore ça, en fait. Je trouve ça super de se dire, cette boîte, elle est incroyable, ils travaillent sur quelque chose complètement fou. On en a eu une, d'ailleurs, qu'on avait vue, c'est un ancien de chez SpaceX, et il fait des tours c'est une boîte, d'ailleurs, de Marble, de Benjamin, qui est le fondateur de Marble, qui a un studio qui lance des boîtes climat, et donc ils ont des tours et ils aspergent de l'eau de mer pour diminuer la température à 5 km à la ronde. Donc c'est-à-dire on reproduit un peu un climat qu'on a en Bretagne avec une petite brise, et quand on lit le deck, on pourrait dire c'est complètement fou, et pourtant ça marche, et donc on aime bien ce genre de deal. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je raconte à tout le monde, et pour conclure là-dessus, donc on n'est pas sur le sujet de la décarbonation et de l'impact, mais il y a 18 mois, on a investi dans une société qui s'appelle Resolve Stroke et qui, avec l'IA, permet de voir ce qui se passe dans le cerveau quand tu as un AVC. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société. Et en fait, la semaine où on fait ce deal, t'as la mère de la femme de mon frère et la mère de mon beau-frère, sur les 2 branches différentes, qui ont fait un AVC. Et en fait, t'as cette fierté-là de te dire, mon boulot, il est utile. Et si ça marche, ça va peut-être sauver des millions de personnes. Et donc là, ils sont en prod dans 3-4 hôpitaux, ils vont relever des fonds. Et non, on a un métier utile. Et je pense que toi et moi, on le fait avec nos tripes, avec beaucoup de passion et d'envie. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de respect mutuel et on s'apprécie. Merci, trop content. T'as une casquette OVNI, t'as une casquette Génération Do It Yourself. T'es vraiment au top. À très bientôt. On contacte Jérémy et Antoine. Comment, par mail, par LinkedIn? Ouais, Jérémy @climateclub.cc ou Antoine, pareil, Antoine @climateclub.cc. Allez, trop fort. À bientôt. Merci tout le monde. Continuez à nous écouter, à nous faire part de vos feedbacks. À bientôt.